Est-ce que tu as fait rentrer tous les participants? Oui, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième journée du sommet de Dreamcatcher, l'event autour de comment réinventer ses faux pas. Et là, on a le plaisir d'accueillir Tania Mawanda autour de la thématique de ce que mes échecs m'ont appris sur la réussite. Donc, on se présente rapidement. Je suis Corinne et Stéphane. On est toutes les deux organisatrices, co-organisatrices de ce sommet, le sommet de Dreamcatcher l'Event et comment entreprendre avec audace. Et puis, je suis aussi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi coach, thérapeute, mais ce qui m'anime le plus, c'est vraiment d'accompagner les personnes, des personnes ambitieuses, audacieuses, à retransformer leur trajectoire, leur carrière professionnelle en quelque chose qui fasse sens, qui fasse de l'impact et de la contribution. Je laisse Stéphane se présenter aussi et après je reprends la main pour présenter Tania. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Lorcobé. Je suis docteur en droit du commerce international et j'ai monté iTest to Business, qui est une société de conseil en organisation et stratégie. Et j'accompagne les entrepreneurs à monter leur société et à bâtir leur projet entrepreneurial de la phase de l'idée à l'implémentation et surtout, ce qui nous intéresse, à son développement, rendre l'entreprise pérenne, viable. Et c'est dans ce cadre-là que justement Dreamcatcher rentre en plein dans cette activité pour donner des clés pour rendre son entreprise viable, pérenne, au travers de témoignages, au travers d'expériences, d'experts comme Tania aujourd'hui. Et justement, je repasse la main pour qu'on puisse entendre et découvrir le parcours de Tania. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je te remercie Talia d'avoir accepté cette invitation. Je te présente rapidement, mais je pense que ton parcours en dira encore plus sur toi. Mais toi, aujourd'hui, tu es fondatrice de Yanga Digital et tu es experte en croissance et en e-réputation. Et ton engagement est vraiment d'aider les entreprises à saisir les opportunités uniques de leur marché africain. Tu te cibles vraiment sur un marché africain, sur la diaspora. Ton approche repose à la fois sur la compréhension fine des spécificités locales, mais aussi la compréhension pour percer et réussir sur ce marché en pleine expansion. Donc, je te laisse la main, je te laisse te présenter aux personnes qui sont en live et aux personnes qui vont être en replay. Et puis après, rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que tes échecs t'ont appris sur ta réussite. D'accord. Merci beaucoup, Corinne et Stéphane. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour partager justement sur ce qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, je suis Tania Mawanda, comme Corinne l'a si bien présenté, la fondatrice de Yenga Digital. Mon agence est basée à Paris et effectivement, je travaille aussi sur le continent africain. Donc, je suis entre l'Afrique et l'Europe. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les marques, les petites entreprises, les startups et même les institutions qui sont en Europe, en Afrique et dans la diaspora à développer leur visibilité. Donc, mon expertise, mon expertise, c'est de traduire votre vision en stratégie digitale concrète et alignée culturellement et orientée résultat. L'ADN de mon entreprise, c'est vraiment l'aspect culturel parce que c'est ça qui fait toute la différence, c'est de prendre en compte les contextes des différents pays, le contexte local des différents pays. Donc, ce que mes clients apprécient particulièrement aussi, c'est cette capacité à pouvoir structurer une offre claire et irrésistible, mais également à créer une présence digitale qui est cohérente. Merci pour cette présentation. Alors, petit retour technique parce que je pense que ton Mhm. micro grésille et on t'entend pas hyper bien. Euh, D'accord. Est-ce que tu peux vérifier il y a pas un souci de son par rapport à cela, s'il te plaît? D'accord. Attends, je vais vérifier. Est-ce que là, tu m'entends correctement? En fait, ça grésille. Tout à l'heure, ça grésille pas, ça grésillait pas en off et là, ça grésille. Donc, j'avoue que après, si on peut pas faire autrement, on fera avec parce qu'on t'entend quand même. Oui, c'est Ah, bon, on entend. Ah, ah, c'est bizarre. Ok, d'accord, je vérifie. Euh, En tout cas, de mon côté, tout va très bien. Bon, bah écoute, on va faire avec. Il y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que ton parcours, alors on se connaît en dehors de ce sommet et je sais que ton parcours est riche. C'est pour ça que lorsque on t'a proposé d'intégrer ce sommet et de faire une présentation de Mm. ton parcours et de ton cheminement
pour aujourd'hui être la personne qui est fondatrice de Yenga Digital, je trouvais que c'était important de voir un peu d'où tu es parti pour arriver là où tu en es. Est-ce que tu pourrais nous tracer un peu ton parcours? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Comment cette idée t'est venue et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est dans cette sphère africaine et de la diaspora où tu partages tes lumières? D'accord. Déjà, il faut dire que j'étais pas, au début de, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je travaillais pas forcément sur l'Afrique. J'étais plutôt sur le continent européen. Mais pour vous raconter l'historique, c'est vrai que je le fais très très jeune, mais j'ai quand même 15 ans d'expérience professionnelle et j'aurai bientôt 38 ans. Donc voilà, je suis pas si jeune que ça parce que je suis jeune et ça peut porter à préjudice, hein. Donc voilà. Alors moi, j'ai commencé mon parcours en République, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Donc j'ai commencé à travailler dans des grosses boîtes internationales. En fait, ça, c'est un choix que j'avais fait. Depuis très longtemps, je voulais m'ouvrir au monde, je voulais apprendre, découvrir, je voulais voyager. Et pour pouvoir travailler sur différents marchés, sur différents pays, j'avais comme ambition que de travailler pour des entreprises internationales. Donc, j'ai commencé à travailler dans une entreprise minière, dans le secteur des mines, pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans le secteur de la restauration. Après, je suis allée à Mayotte, sur l'île de Mayotte, où aussi j'ai travaillé dans une association en tant que responsable de communication d'une association. Après, je suis allée en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu 3 ans et où j'ai travaillé pour une grande entreprise française en tant que directrice de contenu Afrique. Et donc, c'est là, en fait, qui m'est venu. J'avais déjà cette idée d'entrepreneuriat, mais je ne m'étais pas lancée. Donc, je me disais, ah oui, un jour, j'aimerais bien créer ma boîte. Et au fait, le déclic est arrivé justement lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai accompagné les médias africains dans l'optimisation de leurs performances, mais aussi à travers l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque, c'était Dailymotion. Je devais aider ces médias-là dans la production de contenu. Et ce que j'avais remarqué durant cette mission, c'est qu'il y avait des difficultés au niveau de ces entreprises-là, parce qu'il y avait soit pas les compétences qu'il fallait en interne sur le digital pour pouvoir justement évoluer ou aller dans une transformation digitale réussie, ou parfois c'était les ressources aussi qui manquaient. Et donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas ne pas accompagner ces entreprises-là, parce qu'au fait, moi, je les accompagnais dans un domaine spécifique, mais je sentais bien qu'ils avaient vraiment besoin d'un accompagnement permanent et aussi d'être vraiment coincés dans cette transformation-là. Et je me suis dit, ben, ça peut être, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de les aider. Et puis j'ai pris la décision d'arrêter le travail, de me former. C'était justement pendant la période de Covid, en 2020. J'ai voulu me former pour avoir encore plus de compétences et pour pouvoir accompagner ces entreprises-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris en 2020. J'ai intégré un master en économie des entreprises, parcours marketing digital, avec justement la volonté au bout de ce master de pouvoir me lancer à mon propre compte. Et c'est comme ça qu'en 2022, pendant mes cours, j'ai commencé à dessiner mes logos, j'ai commencé à créer mon site internet et je me suis dit, oui, maintenant je vais me lancer. Donc voilà comment je suis devenue entrepreneur. C'est une idée que j'avais depuis très petite, mais le déclic est vraiment arrivé en 2020. Moi, je trouve que c'est... excuse-moi du coup. J'aime beaucoup ce partage parce que je suis passionnée par les déclics et les parcours d'entrepreneurs. Donc, c'est vraiment, ça résonne énormément ce que tu dis. Je trouve que là, par exemple, ce que j'entends, c'est le fait que tu avais déjà la volonté d'être entrepreneur Oui, auparavant, mais ouais, qu'il a fallu y avoir ce déclic, ce moment où du coup, tu trouves le problème à résoudre qui correspond à ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Et du coup, pour gagner en compétences, tu vas te former donc pour réaliser ce que tu voulais faire. Donc, moi, je note cette progression et ce cheminement qui est quand même assez pertinent et dans lequel je pense que pas mal de gens pourraient se voir, ou en tout cas, ce qui permet de comprendre comment est-ce qu'on change l'idée ou le rêve en réalité, entre guillemets. Et, euh, et du coup,
c'est la thématique de ton intervention, elle est sur tes échecs et comment est-ce qu'ils t'ont mené à la réussite. Et du coup, j'aimerais bien t'entendre sur ça parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ton déclic et Ouais. du coup, sur ton process, sur ton cheminement, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé quand tu as découvert l'entrepreneuriat? Par quoi est-ce que tu es passé? C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de réussite, de succès, de performance, mais on oublie que derrière chaque victoire visible, il y a une montagne invisible d'échecs, de doutes et d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je ne suis pas, et c'est vrai que je ne suis pas ici pour raconter un conte de fées, hein. Je suis là pour vous parler vrai et surtout pour vous montrer que nos erreurs, si elles sont bien utilisées, elles deviennent nos plus grands leviers de croissance. Donc, pour vous donner un peu de contexte, j'ai connu des périodes où tout semblait bloqué. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pendant un an, je ne gagnais rien en fait. Je travaillais sur mes offres, je faisais de la prospection, mais je n'arrivais même pas à faire 500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'était vraiment difficile. Mais je ne désespérais pas. Je me disais, voilà, quand on se lance, c'est très difficile au début, il faut continuer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé des projets qui ont échoué. J'ai fait des choix que j'ai parfois regrettés sur le moment et pourtant aujourd'hui, ces échecs sont devenus mes plus grands alliés. Donc, ils m'ont appris quelque chose que ni les livres, ni les formations, ni les succès rapides ne m'auraient appris. Par exemple, lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je voulus tout de suite m'associer à d'autres personnes. Je me suis dit, ah oui, d'accord, il faut que je m'associe à d'autres personnes. Peut-être que je ne vais pas arriver à faire seule, à me lancer toute seule. Et donc, je me suis associée. Moi, j'avais ma vision de mon entreprise. Je savais ce que je voulais faire, où je devais aller. Mais lorsque je me suis associée à des personnes, euh, c'est vrai que je me suis pas au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, par exemple, ces personnes-là ne partageaient pas la même vision que moi ou ne mettaient pas autant d'intensité, de passion que moi je mettais dans mon entreprise. Et donc, déjà là, je me suis rendu compte que voilà, je suis allée avec ce doute-là de me dire oui, je veux faire ça, mais je ne pourrais pas le faire seule. Et en fait, c'est faux finalement, c'est faux parce que on a les capacités et je pense que ce qui est important, c'est que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision parce que la vision, c'est notre boussole en fait. Dès qu'on a une vision, dès qu'on a les capacités et les moyens, je pense que on peut arriver à accomplir les choses. Et la preuve aujourd'hui, c'est que lorsque je me suis rendu compte que je pouvais faire ça toute seule et que j'avais pas forcément besoin de m'associer et que même pour, c'est vrai que c'est bien de s'associer, mais il faut savoir faire aussi les bons choix. Il faut que ce soit très stratégique. Il faut que les personnes avec qui on s'associe partagent le même intérêt que nous et les mêmes ambitions et la même volonté, la même énergie. Et donc là, au début, je ne l'avais pas compris comme ça. Donc c'est pour ça qu'au début, je me suis un peu plantée par rapport à ça. Mais ça m'a permis justement de me rendre compte de mon erreur et justement de rechercher finalement des personnes qui sont alignées avec moi, avec mes projets, avec mes ambitions, avec ma vision, pour pouvoir construire quelque chose de fort et quelque chose de bien. Donc ça m'a permis de comprendre que rater un projet, au fait, ou rater une association, c'est pas forcément un échec, au fait. C'est vraiment d'obtenir des données précieuses pour ajuster mon tir. Et j'ai pu ajuster mon tir. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs partenaires et ça se passe très bien. Mais seulement aujourd'hui, je sais comment le choisir et je sais qu'est-ce que je dois mettre en place pour que justement cette collaboration se passe très très bien. Donc voilà, ça c'est parmi un échec précis dont j'ai tiré une leçon. Et aussi le deuxième enseignement aussi, c'est que il faut savoir que ce n'est pas le plus fort qui réussit, mais c'est le plus adaptable. Quand je me suis lancée, en fait, je me suis dit, OK, au départ, comme je le disais tout à l'heure, j'étais sur le marché européen. Donc j'étais à Paris, je me disais, oui, je vais cibler les entreprises européennes, je vais faire de la prospection. Mais sauf que, voilà, c'était après la Covid, donc il y a eu un boom d'entrepreneurs qui se sont lancés à leur compte. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui proposaient la même offre que moi. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup trimé, en fait, à trouver des clients. Et finalement, je me suis rendu compte que le marché était saturé. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Alors, j'ai dû réfléchir. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Donc, j'ai retravaillé mon offre, mon positionnement, ma cible. Et je me suis souvenue, en fait, parce que je l'avais oublié, en fait. Parce que quand on se lance, il y a plein de choses qui arrivent. On oublie, en fait, les objectifs
Et c'est pourquoi on s'est lancé. Donc, je me suis souvenu que je voulais me lancer pour les entreprises africaines parce que je voulais avoir un pied sur les deux continents. Et donc, il fallait aussi que j'adapte mon offre à, à la volonté que j'avais au départ. Donc, il fallait que je me tourne vers la cible que je souhaitais cibler à l'époque. Donc, j'ai retravaillé ma cible. Je n'ai plus ciblé que sur le marché parisien, mais j'ai retravaillé mon offre, j'ai retravaillé ma cible, j'ai travaillé mon offre pour proposer pour les entreprises africaines, mais aussi pour la diaspora qui souhaitait justement se lancer sur le marché africain et pour les entreprises françaises qui voulaient investir sur l'Afrique. Et comme j'ai cette expérience-là qui me permet justement de... J'ai cette expertise du continent africain, mais également du continent européen. Et donc, je me suis dit, il faut que je me recentre en fait. Il ne faut pas que je sois éparpillée, il ne faut pas que je fasse comme tout le monde, mais il faut que je me recentre sur mes objectifs, sur ma vision. Et donc, je me suis recentrée. Un an après, j'ai recréé mon offre. J'ai ciblé, j'ai ciblé les bonnes personnes. Et là, j'ai commencé à avoir du fruit. J'ai commencé à avoir des retours, j'ai commencé à avoir des personnes qui étaient intéressantes. Et c'est vrai que même aujourd'hui, lorsque je suis sur LinkedIn, voilà, j'ai pas beaucoup de concurrents. Enfin, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui fait encore la même chose que moi. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas encore vu ce positionnement-là d'accompagner justement les entrepreneurs de la diaspora, les entreprises françaises à se positionner sur le marché africain à travers des stratégies digitales culturellement adaptées. Et au fait, c'est aussi ça aussi que c'est ce sur quoi aussi j'ai réfléchi. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui va me permettre de vendre mon offre? Qu'est-ce qui va me différencier au fait des autres? Parce que l'idée, c'est pas de faire comme les autres. L'idée, c'est de sortir du lot, de se différencier. Et donc, et comme l'aspect culturel m'intéressait beaucoup, vu aussi l'expérience que j'avais sur le continent africain, j'ai eu la grâce de faire plusieurs pays africains. Et donc, je sais pertinemment que les contextes culturels sont différents. Et donc, j'ai justement travaillé sur ce positionnement-là en travaillant sur cette valeur ajoutée qui était aussi d'intégrer l'interculturalité dans mes offres. Donc ça aussi, c'est un des exemples que je souhaite partager avec vous. Et en fait, le troisième enseignement aussi que j'ai tiré, c'est que ce n'est pas ce qu'on vit qui compte, mais c'est ce qu'on en fait, en fait. Parce que tout le monde vit des échecs. Ça, c'est un fait. Hein. Même les personnes qui ont réussi, il n'y a aucune personne qui est passée de succès à succès. Donc, en fait, c'est les échecs, justement, qui nous permettent de nous remettre en question, de retravailler notre positionnement ou de faire les choses différemment et même mieux. Et donc, la différence entre vraiment ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est vraiment cette capacité à transformer un coup dur en léger. Et moi, c'est ça que je n'arrête pas de faire. Et même aujourd'hui, j'ai fait encore des erreurs. Il m'arrive de faire des erreurs, mais je réfléchis autour de ces erreurs-là. J'essaie d'identifier qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi il y a eu cette erreur-là. Et j'aime beaucoup communiquer aussi avec mes clients pour aussi avoir leur retour d'expérience. Et en fait, c'est en fonction de leur retour aussi que je m'adapte, que je m'améliore, que je modifie mes offres, que mon approche ou ma façon de communiquer, ma façon d'organiser mes réunions. Donc, mon mindset a vraiment changé le jour où j'ai arrêté de subir mes échecs et où j'ai commencé à les utiliser comme des tremplins. Super inspirant. Mais j'adore cette phrase, mon mindset a vraiment changé le jour où j'ai arrêté de subir mes échecs. Celle-là, on la garde pour plus tard. Et du coup, quelles sont pour toi les principales différences dans la création de campagnes authentiques qui vont résonner avec les consommateurs? Comment est-ce que justement tu décrirais cette différence en termes d'environnement, de proposition et de culturalité? Parce que c'est intéressant cette expérience un peu internationale qui te permet de parler à un public, à une audience et parler à une autre audience. Oui, c'est vrai. Et en fait, il faut savoir, par exemple, lorsque j'accompagne des clients de la diaspora qui veulent investir en Afrique, certains de mes clients, ce sont des clients qui ne connaissent pas beaucoup le continent africain. Et donc, quand ils vont en Afrique, ils vont avec une méthodologie qui est propre au continent européen. Donc, ils vont dupliquer leur méthode ou bien dupliquer leur offre. Mais ce qui est vrai, c'est que les réalités sont très différentes. Je donne un exemple très concret. Par exemple, j'ai été contactée par une dame qui avait une ligne de bain et elle souhaitait justement que je l'accompagne dans sa campagne, à mettre en place une campagne justement pour promouvoir sa ligne de maillot de bain. Alors elle me dit oui, je vais essayer de vendre un peu
ma collection de maillots de bain en Côte d'Ivoire, je veux que tu m'accompagnes à communiquer sur ça. Et elle me dit, oui, je pense déjà à réunir les familles. Je veux faire des shootings photos avec les familles, montrer un peu un contexte un peu familial, papa, maman, et puis amis. Alors je lui ai dit, bon, est-ce que tu prends en compte que le fait qu'en Afrique, il y a quand même beaucoup de pudeur, notamment aussi, tu vas sur un marché ivoirien, mais il faut aussi que tu te rendes compte qu'il y a beaucoup de pudeur, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire porter un maillot de bain à une maman en présence de ses enfants, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Elle dit, ah bon, mais bah, chez nous, ça se fait. J'ai dit, ben, justement, c'est pas parce que ça se fait sur le continent européen que ça se fait aussi sur le continent africain. Donc ça, c'est un exemple très simple pour vous dire que parfois, en fait, on se rend pas compte euh, que les contextes sont différents, que la culture est différente. On s'est dit juste que voilà, j'ai un produit, je vais dans un pays où il y a la mer, où les gens passent leur temps sur les côtes africaines à se baigner, et donc je suis sûre et certaine que mon produit va cartonner. Mais pas du tout. Et là, je lui ai dit, ben non, mais là, avec cette communication-là, ben, tu vas pas toucher les gens et ça va pas marcher. Elle dit, ah oui, ok, je m'étais pas rendu compte. Prendre en compte le contexte culturel est très important pour que la communication résonne, en fait. Et puis, lorsque la communication résonne avec des valeurs culturelles, et ben, en fait, les gens, ils sont sensibles. Les gens sont sensibles, ils se disent, ok, d'accord. Euh, et puis, le message passe plus facilement. Quand les gens n'arrivent pas à s'identifier à une communication, en fait, on a moins d'impact. Et moi, c'est ce que je veux faire comprendre à travers justement mon accompagnement. Je veux que les gens comprennent que, par exemple, le marché ivoirien n'est pas le marché sénégalais, n'est pas non plus le marché camerounais, ni le marché congolais. Là où on va utiliser l'humour en Côte d'Ivoire pour faire ces campagnes de communication, on va utiliser par exemple beaucoup plus de pudeur au Mali, on va utiliser un ton par exemple très formel en RDC. Et donc tout ça, au fait, ce sont des spécificités justement que j'essaye de mettre en avant pour que les campagnes résonnent. Et aussi, je dis, mais vous allez sur un marché, par exemple, où il y a plusieurs langues. Pourquoi vous allez vous arrêter à une seule langue qui est le français? Pourquoi ne pas aussi adapter votre communication à la langue locale pour toucher plus de personnes? Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je construis ma stratégie avec mes clients. Et c'est ça que j'essaye de communiquer. J'essaye de dire, il faut réfléchir contexte. Il faut prendre le temps vraiment d'étudier le marché, pour que la communication résonne en fait. Il faut prendre en compte aussi les difficultés. Par exemple, on sait que par exemple au Congo, le taux de bancarisation, il est très élevé. Un entrepreneur qui va venir avec son produit va dire, OK, d'accord, je vais faire payer via carte bancaire. Ben, on sait déjà que il ne fera pas sa croissance, elle sera limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a des modes de paiement qui sont diversifiés en Afrique. Il y a le mobile money, il y a d'autres modes de paiement qu'il faut prendre en compte parce que voilà, tout le monde n'a pas un compte en banque. Voilà, ça, ce sont des informations, des détails à prendre en compte. Et c'est pour cela, au fait, que je me suis positionnée sur ça parce que j'ai eu beaucoup de retours des gens qui disaient, ah oui, c'est très difficile, ces marchés-là. Le marché n'est pas difficile, c'est juste que pour pouvoir pénétrer un marché, il faut l'étudier. Il faut prendre aussi en compte aussi la culture des clients, le contexte local pour pouvoir construire des campagnes et des stratégies qui résonnent. Je te remercie, Tania, pour de la clarté de ton explication et puis de comment tu as cheminé et tu as réfléchi pour arriver à ce positionnement qui, en plus, te ressemble énormément, avec toutes les pépites que tu nous as déjà partagées. Pour ceux qui veulent déjà se lancer sur le territoire africain, ils ont déjà des petites pistes, des petites façons de penser. Donc, je te remercie. Je reviens un peu sur ce que tu nous as partagé sur tu sais, les fameux faux pas, parce qu'on est là pour Mm, réinventer un peu ces faux pas. mm, En ouais, effet, tu nous as donné des belles pépites que Stéphane a notées sur son petit carnet, comme d'habitude. Merci mm, Stéphane, je sais que je peux compter sur toi sur ça. mm, Et notamment, une pépite que j'ai en effet adorée, c'est celle d'arrêter de subir ses échecs. Et c'est mm, comme ça que ton mindset a changé. Et a changé, et a chanté, c'est pas mal aussi. Mais il y a aussi cette notion de c'est le plus adaptable qui mm, réussit. Tu vois, moi j'ai mm, trouvé ça super intéressant. C'est-à-dire que c'est pas le plus fort qui réussit, c'est pas celui qui fait peut-être le plus de bruit, qui crie le plus fort, qui se montre le plus, mais c'est celui qui est le plus adaptable. Est-ce mm, que tu peux nous donner, par exemple, un autre exemple, parce que je trouve que tes mm, exemples par rapport à tes clients sont super clairs, un autre exemple de client
qui a peut-être, avant que tu arrives et que tu travailles avec lui, en fait, à essayer de forcer peut-être pendant longtemps et qui illustre finalement cette phrase que le plus adaptable, c'est celui qui réussit. Oui, exactement. Par exemple, il y a un exemple qui me vient là. Au fait, quand j'ai construit mes offres, par exemple, j'ai construit mes offres, j'avais un prix fixe. Je me te dis, alors moi, je n'irai pas, avec l'expérience que j'ai, je n'irai pas en dessous. Mes offres ne vont pas dépasser un certain seuil. Ou bien ne seront pas moins d'un certain seuil, en fait. Donc, j'avais cette idée-là et je me disais, moi, mes clients, en fait, je vais leur faire payer voilà, avant le service parce que je ne voulais pas avoir des litiges avec des clients ou avoir des impayés, tout ça. Donc, ça, c'est des choses que j'entendais et je me suis dit que moi, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, ça, je veux surtout pas entendre parler. Mais effectivement, au fur et à mesure que j'ai avancé avec mes clients, je me suis rendu compte que j'étais trop exigeante et que je ne répondais pas justement aux attentes des clients. Et que, en fait, c'est vrai que pour que les clients me fassent confiance, je devais aussi leur faire confiance. Et que si j'ai resté sur mes positions, eh ben, je ne ferais pas signer des deals, en fait. Par exemple, lorsque j'exige d'une personne qui me rencontre pour la première fois, même si je parle de mon expertise, mais à qui je dis, voilà, il faut que tu me payes 1500 digital avant, et ben, c'est quand même sa carte bancaire qui sort et puis c'est 1500 € qui va sortir. Il va se dire, est-ce que je suis sûre que j'aurai les services pour le cas. Donc, ça, c'est un exemple. Et en fait, je me suis dit, pour que les gens me fassent confiance, je dois aussi leur faire confiance. Et donc, je suis revenue, au fait, sur cette façon de faire. Je me suis dit, ben non, déjà, en fait, comme je le disais tout à l'heure, le marché européen n'est pas pareil que le marché africain. Ici, c'est vrai, on montre son expertise, on explique son offre et effectivement, voilà, la personne qui veut payer, qui va avoir accès à l'offre paye. Mais sur le marché africain, c'est pas pareil. Sur le marché africain, déjà, le niveau de vie n'est pas pareil. Je me suis rendu compte que je devais adapter mes offres. C'est-à-dire que même pour le même service, je ne devais pas facturer. Pareil, là, en fait, on parle justement d'adaptabilité, d'agilité. Et aussi, c'est que aussi intéressant par rapport à ça, c'est que lorsque je vendais mon offre, que je demandais aux gens de payer cash, eh bien, je n'avais pas de retour, les gens ne payaient pas. Et je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi? En fait, pas sauf que les gens ne me disaient pas. Et un jour, il y a un client qui m'a dit, ben, tu sais, au fait, on ne peut pas en fait payer la totalité parce que c'est très compliqué. Il faut au moins que tu nous proposes voilà, que tu nous proposes des paiements en plusieurs tranches. Là, ça peut être facile parce que pour des montants comme ça, c'est vraiment beaucoup, en fait, avec les contextes culturels aussi, les concepts de vie, au fait, qu'il y a sur certains marchés. Et donc, c'est vrai que j'ai compris. Et lorsque je me suis dit, OK, d'accord, je ne vais pas faire payer mes offres en une seule fois, mais je vais proposer d'abord plusieurs modes de paiement et aussi le paiement en plusieurs fois. Et là, en fait, en tout cas, vraiment, j'ai vu la différence en fait. Depuis que je propose ça, et ben, je signe très facilement des clients. Lorsque je contacte un client, que je lui explique, il y a même des clients à qui je propose un mode de paiement en plusieurs fois. Ils disent, OK, d'accord, si je peux payer en deux fois ou en une fois, je le fais. Donc déjà ça, concrètement, c'est quelque chose qui a changé parce que j'ai dû m'adapter. Et aujourd'hui, en fait, je suis consciente que le niveau de vie, la qualité de vie n'est pas pareil. Le SMIC en France, il n'est pas pareil que le SMIC en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Gabon, en RDC. Donc, je prends aussi en compte ça. Et je me dis, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi, comme je personnalise aussi mes accompagnements, je ne duplique pas en fait mes produits. C'est-à-dire que je propose un produit en fonction justement du besoin, mais aussi du marché. Et donc, j'ai dû retravailler mes offres pour avoir des offres qui soient spécifiques à l'Afrique. Et là, j'ai vu justement les choses s'améliorer au niveau justement du développement de mon entreprise. Donc, c'est que ça m'apprend aussi là, c'est que au fait, j'avais des échecs pour signer des deals avec des clients. Et en fait, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à vendre. Et lorsque j'ai compris, et justement, je me suis adaptée, j'ai adapté mes offres. J'ai créé des offres spécifiques à ces marchés que j'ai ciblés. Et j'ai aussi proposé différents moyens, méthodes de paiement. Et donc, l'échec, c'est je dis, il faut accueillir l'échec vraiment comme une étape, pas comme une fin. Et puis, après chaque étape, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que cela m'apprend et puis comment peux-je utiliser cet échec pour devenir meilleur demain. Et donc, moi, c'est toujours ce que je fais.
chaque fois que je connais un échec, je me dis pas, ok, d'accord, ça arrive. Je me dis pas seulement ça, mais je me dis, mais pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que je peux faire pour que, voilà, ça n'arrive pas? Comment je peux l'améliorer? Et comment, en fait, cet échec, en fait, m'impacte? Comment je vis cet échec? Parce que parfois, il y a des échecs qui sont très durs. Mais comme je le disais, il faut avoir un mindset dans le sens où, quand tu vis un échec, il y a toujours une leçon à tirer derrière. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire mieux. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et puis face à un échec aussi, surtout, de ne pas rester seul avec notre échec. C'est bien d'en parler, c'est bien de se faire accompagner. Et même moi, le fait que j'en parle comme ça va certainement aider quelqu'un d'autre. Mais aussi, ça me fait aussi du bien. Ça me permet aussi, même pour mes futurs échecs, même si je n'ai pas envie d'en avoir, mais de me dire, voilà, si ça arrive, ça peut arriver. Et quand ça arrivera, eh ben, il faut toujours que je trouve des solutions pour pouvoir aller au-delà de ces échecs-là. Non, Merci c'est, beaucoup. Pareil, tu voulais prendre la parole, Stéphane? non, non, je t'en prie. Non, je disais merci, Tania, pour ça aussi, parce que, tu vois, dans la phrase, dans la dernière phrase que tu as partagée où tu disais pour mes futurs échecs, et puis après tu as dit, mais même si, bien sûr, je ne veux pas en avoir, j'entends que tu es aussi consciente que de toute façon, ce chemin, le chemin qu'on a choisi, Mm. hein, ce chemin entrepreneurial, Ouais. il y en aura, en fait. Et l'idée, c'est comme tu le disais toi-même, c'est de ne pas le Mm. voir comme un échec, mais de le voir comme un tremplin Mm. d'amélioration, une piste Mm. de compréhension, un chemin d'amélioration, etc., etc. Mm. Mm. Donc, j'ai trouvé ça chouette que tu dises pour les prochains, tu vois, avec cette, j'ai envie de dire, avec Ouais. cette vérité, Mm. parce Ouais. qu'on est là pour parler vrai, et l'entrepreneuriat, Mm. c'est ça, en fait, c'est avancer et tomber, et se relever, et avancer et tomber. Exactement. Et l'idée, comme tu l'as dit si bien, c'est de changer ce mindset-là. Plus on arrive à le changer, Mm. plus on arrive à le transformer, plus voilà, on ne considère plus Mm. ces soi-disant échecs ou faux pas comme aussi dramatiques que ça, j'ai envie de dire. Et la question qui vient suite à ça, c'est ce fameux mindset, parce que je pense qu'on va être dans une journée mindset aujourd'hui, vu les différents intervenants, vu les partages d'histoires de vie, etc. Juste après toi, il y aura Elliot aussi, Prigent, qui a un parcours aussi tout aussi inspirant que toi, avec des rebondissements, avec des changements de trajectoire, etc., etc., avec beaucoup de résilience. On va parler mindset aussi, mais comment toi, tu as pu changer ton mindset? Parce que tu vois, quand tu rentres dans ce chemin d'entrepreneur, Mm. tu dis oui, oui, bah, je sais, j'ai déjà entendu, tout le monde me dit qu'il faut travailler mon mindset, d'avoir cette résilience. OK. Mais concrètement, est-ce que tu as un moment donné où tu as eu un déclic, tu as vraiment compris ce que c'était que ce mindset de résilience, que ce mindset d'entrepreneur? Comment tu peux le décrire? Ouais. Alors moi, aujourd'hui, je considère le mindset effectivement comme un muscle, hein. Le mindset que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas avant en fait. Je te dis, la première fois que j'ai connu un échec, ça m'a fait mal, ça m'a brisé les cœurs, j'ai pleuré, je me dis, ah mais pourquoi? Et c'est dur en fait. Quand on connaît un échec, c'est très dur, ça nous affaiblit, ça nous démoralise et ça nous met au plus bas en fait. Et en fait, moi, je me suis dit, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, par exemple, quand je n'avais pas de clients, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas rester à terre. C'est pas parce que je n'en ai pas, que je tombe, que je ne dois pas me relever, au fait. Au fait, pour moi, je me suis dit, euh, déjà, je suis tombée, mais j'ai le choix. Soit je reste à terre, soit je me relève. Et je ne voulais pas. Je savais où est-ce que je voulais aller. C'est pas, je dis que avoir une vision, c'est très important parce que la vision nous permet justement de nous rappeler ce pourquoi on s'est lancé dans cette chose-là. Quand on n'a pas de vision face à un échec, on abandonne en fait. Mais quand on a une vision, donc moi quand je tombais, je me disais, ma vision, c'est justement d'avoir une entreprise de communication. Ma vision, c'est que mon entreprise rayonne en Afrique, en Europe. Ma vision, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux entreprises africaines. Ma vision, c'est justement de pouvoir parler, partager cette passion avec les entreprises, mais avec les jeunes, en fait. J'avais ma vision, j'avais mes objectifs et je savais les actions que je devais mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Et en fait, chaque fois que je tombais, je me disais, Tania, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu veux partir? Et en fait, c'est ça qui me permettait de me relever. Je me disais, ok, d'accord, je suis tombée là, mais c'est pas grave. Il faut que je. Quels sont mes autres objectifs? Quelles sont les autres actions que je dois mettre en place? Et donc, je me suis raccrochée à ça. Et ça m'a permis. Et c'est vrai que ce désir-là
de pouvoir réaliser ma vision. En fait, je pense que c'est ça qui me permettait, mais pas seulement. Et quand je dis que c'est un muscle aussi, c'est que je me suis toujours demandé comment c'est qu'ils réussissent font. J'écoute beaucoup, je m'inspire beaucoup des personnes qui ont réussi. Et en fait, quand j'entends leur discours, quand j'entends aussi les difficultés par lesquelles ils sont passés, je me dis, voilà, ben, je ne suis pas seule. C'est aussi bien de prendre conscience de ça, conscience de se dire, on n'est pas seul face à une difficulté. Il y a aussi des personnes qui ont traversé ces mêmes difficultés. Mais la seule différence, la seule chose qui nous différencie de ceux qui réussissent et de ceux qui échouent, c'est juste ce désir de réussite. C'est ce désir de se relever, de foncer, peu importe des obstacles. Parce qu'on sait que les obstacles, il y en aura toujours. Et en fait, c'est nous, notre capacité à se dire, OK, est-ce que je fonce ou je m'arrête ou j'attends? Donc voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est pas inné, mais c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure. Et en fait, le premier échec m'a mis à terre, m'a démoralisé. Aujourd'hui, je connais aussi des échecs, mais ça n'a pas le même effet sur moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que quand on a un échec, ça arrive. Mais voilà, je sais ce que je dois faire pour que ça ne m'affecte pas personnellement. Mais voilà, je sais que ça fait mal, c'est dur, mais je sais comment avancer. Et je pense qu'il faut se nourrir de positivité. Hein. C'est vrai que moi, de nature, je suis quelqu'un de très optimiste. Je vois toujours le bien derrière chaque échec. Mais c'est important et j'ai aussi envie de dire qu'il faut faire ça en fait. Il faut faire cet exercice de se dire quel est le positif dans tout ça. Parce qu'il y a toujours forcément du positif. Il y a toujours Yes. forcément du positif dans tout ce qu'on fait. Quand je n'avais pas d'offre, j'étais sur un positionnement, je disais, OK, d'accord, je vais accompagner les gens en marketing digital. Mais voilà, pendant un an, je n'ai pas eu de revenus et je me suis dit, ah, OK, d'accord. Mais c'est un échec, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a permis de me repositionner, ça m'a permis de créer un marché spécifique où il y a moins de concurrence. Donc voilà, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ah, j'avais bien fait d'avoir cet échec-là parce que sinon, je ne me serais pas repositionnée. Et je pense que tout de suite, on ne comprend pas, mais après, je pense avec du recul, on se rend compte que cet échec était nécessaire pour notre avancement, en fait. Yes, carrément. Merci beaucoup de ce partage, Tania. J'entends, mais tu m'arrêtes si je me trompe, que pour toi, le mindset, c'est d'abord un choix. Quand tu disais, bah, je tombe, et en fait, soit je reste sur place, soit je me relève, j'ai envie de dire, c'est d'abord un choix, le mindset. Le mindset, c'est pour le créer, c'est d'abord un choix. Quel est le choix que je prends? Après, j'entends que c'est une vision que tu nourris, une vision que tu fais Exactement. grandir, une vision que tu travailles à l'intérieur de toi, dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes ressentis. Et enfin, eh ben, une pratique, puisque tu parlais d'un muscle, donc une pratique, toujours pratiquer, toujours le travailler, toujours le Exactement. fortifier. Mhm. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Je vois que le temps file comme d'habitude. Ouais. J'ai envie de laisser la main si tu as envie de donner un dernier partage, un dernier mot pour cette fin d'intervention, pour cette intervention si riche. Je te laisse la main pour ça, si tu veux. Et Stéphane, si jamais tu veux aussi reprendre le relais. Non, D'accord. c'était Alors, vraiment en plus la même question que j'avais. S'il y avait un conseil que tu voulais donner par ouais. rapport à justement tout ce que tu as partagé, ce serait lequel? Alors, si je peux vous laisser avec une seule idée aujourd'hui, ce serait que l'échec n'est pas l'opposé du succès. Donc, l'échec, c'est vraiment, l'échec fait partie du chemin vers le succès. Donc, n'ayez pas peur de vos faux pas. Apprenez à marcher avec eux. Parce que derrière chaque chute, il y a une ascension en préparation. Donc, vraiment, il faut garder ça à l'esprit. Il ne faut pas avoir peur de ces échecs, il ne faut pas avoir peur de ces faux pas. Parce que derrière ça, il y a quelque chose de bien qui arrive. Et aussi, je tiens à vous remercier. Merci à tous pour votre écoute. Ici, mon partage vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à revenir à moi si vous avez des questions bien approfondir certains sujets. Donc, merci. Mais quelle belle conclusion. C'est super bien. Je la note aussi pour la ref et pour la présentation sur le finish de ton intervention. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du chemin. Exactement. Et je pense que c'est très important. Je pense que ça fait partie d'une des nombreuses pépites partagées dans ton intervention. J'invite l'ensemble des personnes qui nous suivent en live à nous rejoindre sur pour la prochaine intervention qu'il y aura pour encore d'autres partages. Et vraiment, Tania, je voulais vraiment te remercier pour ta Je t'en générosité pour la richesse du partage que tu as fait avec nous. Je pense que l'ensemble, honnêtement, je pense que toutes les 2 minutes, il y avait une punchline pour savoir
comment passer outre ce sentiment d'échec. Et je trouve que ça a été aussi très puissant du fait que tu partages aussi sur ta vulnérabilité Mm. et, sur toi, ton expérience et ton vécu personnel, et étant très sensible également à la multiculturalité. Je pense qu'à ce niveau-là, on a eu également beaucoup, beaucoup d'éléments de compréhension qui vraiment permettent de comprendre c'est quoi une cible, comment tu pénètres un marché, comment, même si tu n'as pas les éléments, ce qui marche là ne marche peut-être pas là. Et ça peut être un pays, un continent, une ville, une rue. Mais, Exactement. et je pense que vraiment, que ce soit sur le replay, et pareil, on donne le contact de Tania dans nos emails de connexion et dans les pages de partage de replay de cette intervention. Un grand, grand merci, Tania. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci à Merci vous. Merci beaucoup. à toi, Stéphane et Corinne. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir.